Donc, on enchaîne avec le professeur Benoît Laduca, donc, qui est professeur à Nîmes en cardiologie et qui va nous parler des complications mécaniques de l'infarctus. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien les diapos, je pense que oui. On les voit bien, pas en plein écran encore, mais ça va, à mon avis, pas tarder. Je vais juste virer ça. Alors, une seconde. Donc, on va effectivement parler des complications mécaniques de l'infarctus. Là, ça va être bon. Parfait. Ok, donc bonjour à tous. Donc, on va parler de complications de l'infarctus et en particulier des complications mécaniques. Alors, ce cours, il a été basé un peu sur les données récentes que j'ai trouvées en termes de recommandations. Les recommandations sur l'infarctus, elles remontent à 2017. Elles vont probablement être revues cette année. Après, on a deux éléments qui sont importants, qui ont été publiés récemment. Il y a un état de l'art qui est proposé par les Américains, publié dans Circulation l'année dernière, et une revue du JAMA de l'année dernière aussi, qui est vraiment intéressante, que je vous encourage à lire, parce que c'est des documents qui sont assez peu étendus, qui sont relativement courts et bien illustrés, donc qui sont vraiment intéressants. Le choc cardiogénique, on vient d'en parler avec Frédéric. Les étiologies, simplement pour vous rappeler que les principales étiologies du choc cardiogénique, avant tout, c'est la cardiopathie ischémique, l'infarctus et ses complications mécaniques. Évidemment, on va avoir tout ce qui est lié aux troubles du rythme, etc., mais aussi, bien évidemment, les complications mécaniques comme elles sont représentées au niveau de ce camembert sur la partie orange, donc qui représente au moins 10% des étiologies du choc cardiogénique au décours de l'infarctus. Les complications de l'infarctus, en fait, elles sont souvent détaillées en forme aiguë et tardive. Les formes aiguës, on va avoir bien sûr tout ce qui est lié aux troubles du rythme ventriculaire, aux troubles de conduction, toute la partie hémodynamique, la partie coronaire avec la thrombose de stent, la thrombose intracavitaire, en particulier intraventriculaire gauche, et bien sûr les complications mécaniques dont on va pouvoir parler de manière plus détaillée maintenant. Et sur la partie plus tardive, on va avoir tout ce qui est lié à l'insuffisance cardiaque chronique, à l'anévrisme et au pseudo-anévrisme ventriculaire, et bien sûr là aussi à la thrombose intracavitaire, les troubles du rythme ventriculaire et l'épanchement péricardique chronique, bien que ça devienne quelque chose de quand même très rare. Donc on va tâcher maintenant de parler essentiellement des complications mécaniques. Si on regarde les définitions, en fait, on a 4 complications qui sont considérées comme étant liées directement à la nécrose. La rupture du muscle papillaire et la rupture donc, du pilier de la valve mitrale. La CIV avec la rupture de la paroi septale, le pseudo-anévrisme qui est en fait une forme particulière de rupture de paroi libre du ventricule, et je vais essayer de vous présenter ces différentes complications et leur prise en charge. Premier élément, on le sait de manière évidente quand on travaille en musique et en cardiologie interventionnelle, on voit bien que depuis l'ère de l'angioplastie primaire, on a eu une diminution très nette de l'incidence de ces complications mécaniques et de ces ruptures pariétales. Vous voyez ici, les courbes sont vraiment évidentes depuis l'avènement de l'angioplastie et en particulier dans les pays qui ont des pathotechniques qui sont diffus. Néanmoins, lorsqu'on regarde ces différents éléments, ce qui est important de voir, c'est que la mortalité, elle a toujours été très importante lorsque l'on va avoir une complication mécanique. Et même si aujourd'hui, lorsque l'on regarde les différentes séries internationales, on oscille entre 0,3 et 0,6% des infarctus qui vont se compliquer d'une complication mécanique, on a une mortalité qui reste toujours très élevée, de l'ordre de 30 à 50%. Et on peut le représenter ainsi, et si on regarde un peu l'évolution sur les 30 dernières années, vous voyez en fait que l'incidence, elle est passée de près de 2% à 0,3% à peu près, donc on l'a très nettement baissé. En revanche, la mortalité, elle reste dans cette série sur près de 40%. Et donc le message principal, c'est oui, ça a beaucoup diminué. Oui, ça a beaucoup diminué grâce à l'angioplastie primaire, grâce aux USIC et à la prise en charge percutanée et chirurgicale, mais malheureusement, la mortalité, elle reste majeure, et donc il est vraiment important de les rechercher et de les traiter. Si on se concentre maintenant sur les différents éléments, donc la première complication, c'est l'insuffisance mitrale et la rupture du muscle papillaire. La présentation clinique, elle est assez classique. On va avoir l'apparition d'un souffle d'insuffisance mitrale, souvent un assez gros souffle, qui est parfois associé à une douleur thoracique brutale, et quasiment toujours un tableau d'œdème aigu pulmonaire vraiment très brutal et assez massif généralement, et qui va se compliquer de choc cardiogénique.
Un élément important pour le cardiologue interventionnel, ça va être d'envisager cette rupture du muscle papillaire lorsqu'on a un patient qui arrive hémodynamiquement très instable, alors même qu'il va avoir une lésion coronaire qui ne l'explique pas vraiment. On va avoir classiquement une petite marginale bouchée et un patient qui est en grand choc. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire rapidement l'échographie pour faire le diagnostic, parce que la revascularisation, clairement, ne va pas régler le problème. C'est classiquement plus fréquent dans l'infarctus inférieur et surtout latéral. Et la rupture du muscle papillaire, elle est souvent très précoce, souvent au premier jour, on va dire dans les 3 premiers jours. Le diagnostic, il est essentiellement échographique, avec la recherche d'une insuffisance mitrale massive, souvent excentrée. Et on va parfois voir les éléments mobiles et le prolapsus valvulaire. Comme je vous présente ici, vous avez donc dans le premier cas une rupture de cordage, surtout avec un prolapsus valvulaire qui est assez évident, qui est associé bien sûr à une fuite mitrale qui est massive et souvent excentrée. Et sur l'image tout à fait à droite, on voit cette fois-ci une rupture complète du muscle papillaire, du pilier, qui va se déplacer dans le ventricule gauche avec le mouvement valvulaire. Évidemment, on imagine bien qu'il s'y associe ici une fuite mitrale très importante et de fait un tableau clinique qui est souvent très brutal. La deuxième étiologie, c'est la rupture de la paroi libre. On a là aussi une présentation clinique souvent très brutale et malheureusement souvent compliquée d'arrêt cardio-respiratoire et de dissociation électromécanique immédiate. Et si ce n'est pas le cas, un choc cardiogénique rapidement secondaire à une tamponnade. On a souvent, pour la rupture de la paroi libre, une nécrose qui est un tout petit peu plus retardée que ce qu'on vient de voir avec la mitrale, plutôt entre J3 et J5. Et il y a une forme spécifique qui est la rupture de paroi libre contenue, on va le voir juste après, qui est le faux anévrisme ou le pseudo-anévrisme. Là aussi, pour la rupture de paroi libre, le diagnostic il est avant tout échographique. On va bien sûr voir l'épanchement péricardique qui est souvent volumineux et on peut voir le défect et éventuellement le jet de sang donc, du ventricule vers le péricarde. Et sur les 4 complications dont on va parler, c'est de loin évidemment celle qui a une mortalité la plus importante, avec dans certaines séries entre 50 et 80% de mortalité. La forme particulière, c'est celle de le faux anévrisme du ventricule gauche. Vous voyez ici l'ouverture en fait de l'apex du ventricule gauche avec l'ensemble du péricarde qui va contenir tout ce sang. Et on va finalement avoir la création d'une nouvelle cavité qu'on voit ici au-delà de l'apex normal, qui est une cavité qui est fibreuse, il n'y a pas de myocarde, ce n'est pas du muscle, et qui va bien sûr avoir un risque d'évolution rapide, donc en se remplissant et en augmentant son volume, et avec à terme, et de manière assez rapide, un risque de rupture complète. Le traitement est donc évidemment chirurgical si l'hémodynamique et le contexte général du patient le permet. La dernière complication, qui est celle que l'on voit souvent la plus fréquemment de ces 4, c'est la rupture de la paroi septale, ou qu'on peut appeler aussi communication interventriculaire, qui est là aussi un tableau de souffle d'apparition récente, avec le souffle classique systolique en rayon de roue, avec un souffle qui est plus ou moins important en fonction de la largeur du trou. Plus on va avoir un trou qui est petit, plus on va entendre le souffle. Et on va avoir un tableau classique d'œdème aigu pulmonaire et souvent compliqué de choc cardiogénique. On est là un tout petit peu plus retardé dans les 7 premiers jours, mais plutôt en fin de la première semaine, plutôt que le premier jour, comme on a pu le voir avec la mitrale. Là aussi, le diagnostic, il est avant tout échocardiographique, avec la visualisation du défect et le passage donc avec un flux couleur, avec un shunt gauche-droit. On peut avoir des formes tout à fait apicales, comme présentées à gauche, qui sont quasiment toujours secondaires à une occlusion semi-récente de l'IVA, ou alors des formes plus basales, qui sont là plus souvent en rapport avec la coronaire droite, avec là aussi des formes bien sûr de nécrose semi-récente ou franchement retardée. On peut s'entourer, on l'a vu, au-delà de l'échographie, de l'imagerie multimodale. L'échographie, elle joue un rôle majeur, mais on peut faire des imageries de coupe chez les patients qui sont hémodynamiquement stables, pour lesquels on a un doute diagnostique. Dans la grande majorité du temps, l'échographie va faire le diagnostic, éventuellement l'ETO lorsque l'on va envisager de voir de manière plus détaillée la valve mitrale et surtout envisager le traitement.
mais chez certains patients, on n'est pas tout à fait certain du diagnostic. Est-ce qu'il y a vraiment une rupture ou est-ce qu'il y a simplement eu une inflammation ou alors un trou qui s'est rapidement cicatrisé? Dans tous les cas, chez ces patients-là, s'ils sont hémodynamiquement stables, on peut s'entourer soit d'une IRM, soit d'un scanner cardiaque pour rechercher l'étendue du défect. Essayer de faire la différence entre un pseudo-anévrisme et un anévrisme, ce qui n'est pas toujours évident en échographie. Rechercher un hématome pariétal au niveau de la paroi ventriculaire avec un risque secondaire de dissection de la paroi et du coup d'avoir une rupture complète de la paroi. Et bien sûr de confirmer l'épanchement, mais ça, c'est pas vraiment intéressant dans le sens où l'échographie fait souvent bien mieux le diagnostic. Maintenant qu'on a vu à peu près la description des complications mécaniques classiques, la question va être le traitement et avant tout le traitement préventif. Le premier élément, évidemment, est d'essayer de proposer de la reperfusion la plus efficace possible et la plus précoce. Comme a commencé à en parler un peu Frédéric Bouisset, il a pas mal travaillé sur ce sujet et on sait bien que plus on va être tardif, plus on va avoir des risques de nécrose étendue et plus on va avoir des risques de complications mécaniques. Ici, vous avez la représentation des patients ayant une rupture de paroi libre, une rupture du muscle papillaire et un défect septal. Et on voit qu'au-delà de la 36e heure, on va avoir une augmentation assez nette des événements et de l'apparition de complications mécaniques chez ces patients. Autrement dit, la reperfusion, plus elle va être précoce, moins on va avoir de risques de complications mécaniques et bien sûr inversement. La plupart des séries annoncent une différence à partir de 12 heures, mais en réalité, on a plutôt l'apparition des complications mécaniques au-delà de la 24e heure. Au-delà de la reperfusion efficace et la plus précoce possible, les autres éléments vont être une surveillance rapprochée après un infarctus considéré comme banal et il est vraiment important chez ces patients, au-delà de l'échographie post-reperfusion, de réaliser une auscultation cardiaque quotidienne et l'apparition d'un souffle doit évidemment faire rechercher une complication mécanique. Il n'y a pas beaucoup de traitements préventifs. Le seul qui a été évalué, c'est le traitement bêta-bloquant et dans une étude publiée en 2017, montrait une réduction du risque de rupture de manière significative chez les patients qui étaient traités par bêta-bloquant en phase aiguë d'infarctus, et ce malgré la dysfonction, enfin, quelle que soit la fonction ventriculaire gauche. Au-delà de ces éléments, il faut qu'on essaye de chercher les facteurs de risque. C'est ça qui va finalement nous aider à monitorer au mieux les patients, leur proposer une surveillance plus ou moins agressive et les garder en musique, par exemple, lorsque l'on va avoir des facteurs de risque de rupture. Les facteurs les plus connus, les plus décrits, ce sont ces quatre-là. L'âge. Alors l'âge, il n'y a pas de cut-off formel, mais on voit une vraie différence à partir de 75 ans. Et évidemment, lorsque l'on va aller encore plus en âge, on va augmenter le risque de complications mécaniques avec des ventricules gauches qui sont souvent plus fragiles, des patients qui sont souvent pris en charge plus tardivement, compte tenu de présentations cliniques souvent atypiques, et chez les patients très âgés, avec parfois la discussion des équipes médicales à proposer une reperfusion ou non. Le sexe féminin, là aussi pour des ventricules parfois un peu plus fragiles et de plus petite taille, et là aussi avec des présentations parfois atypiques. La revascularisation retardée, on vient d'en parler, et bien sûr l'échec de reperfusion lors de la phase aiguë qui va là aussi augmenter l'élargissement de la nécrose et le risque de complications mécaniques. Il y a d'autres facteurs qui sont décrits, qui ne sont pas retrouvés dans toutes les séries, mais qui ont un élément probablement important. Les comorbidités des patients avec l'insuffisance rénale chronique, l'anémie, l'infarctus étendu bien sûr, et le contexte inflammatoire qui va amener à une fragilité pariétale importante. Ça peut être une maladie inflammatoire chronique, comme un contexte inflammatoire en rapport là aussi avec un infarctus semi-récent qui va amener à un risque de rupture plus importante. Il y a certaines équipes qui ont essayé de développer des scores de risque en tenant compte de certains de ces éléments, comme ici l'âge, le sexe, la tachycardie initiale, l'anémie, les globules blancs et le temps de reperfusion, enfin le délai de reperfusion, pardon. Et on va pouvoir ainsi, en fonction des scores, considérer que les patients sont plus ou moins à risque de rupture. Il s'agit ici d'un score qui met en évidence finalement les éléments principaux que l'on recherche de manière habituelle et avant tout, on l'a dit, le résultat de la reperfusion et son délai par rapport au début de la douleur. Une fois que malheureusement la complication mécanique est installée, le principe thérapeutique, ils sont assez simples.
sur le plan général. On va voir que ça allait un peu moins sur la partie spécifique de chacune des complications. Mais de manière générale, on va essayer de prendre en charge le choc cardiogénique avec un monitoring très rapproché, un conditionnement avec classiquement la voie veineuse centrale, le cathétérisme artériel et le suivi en musique, voire en réanimation médicale. Le traitement de l'OAP et le support hémodynamique par les amines vasopressives. Si l'on peut, en particulier lorsqu'il y a des prises en charge très tardives ou un échec de reperfusion, on va tâcher de réduire le traitement antiplaquettaire. On n'a pas nécessairement besoin de la double anti-irrigation plaquettaire pour limiter le risque de saignement et d'augmenter les épanchements péricardiques. C'est un élément qui est souvent oublié, mais c'est vrai que si on a mis un stent alors qu'il y a une nécrose antérieure très étendue et sans viabilité, on n'a pas de tant pis pour le stent. Finalement, il mieux vaut diminuer le traitement antiplaquettaire pour éviter d'aggraver l'épanchement péricardique. Enfin, Frédéric en a parlé un peu précédemment, les assistances circulatoires, elles vont jouer un rôle majeur dans la prise en charge du choc cardiogénique, et en particulier le ballon de contre-pulsion, qui certes a été complètement abandonné de manière routinière au décours de l'infarctus ou dans le cadre du choc cardiogénique, mais qui garde une indication probablement la meilleure dans les complications mécaniques, puisqu'il va permettre d'augmenter la perfusion coronaire, et de diminuer la post-charge avec une augmentation aussi du débit cardiaque. Donc c'est quand même un élément qu'il faut savoir garder en tête. Le ballon de contre-pulsion, il peut être utile, en particulier lorsque l'on va attendre une prise en charge spécifique, qu'elle soit chirurgicale ou percutanée, pour apporter le meilleur support au patient et permettre quelques jours de cicatrisation. Voici les éléments donc généraux, et maintenant si l'on recherche les éléments plus spécifiques de chacun des tableaux, la rupture de paroi libre, le traitement, il est essentiellement chirurgical avec une chirurgie immédiate. Cette chirurgie, elle est très délabrante. Elle va être une chirurgie avec plusieurs techniques, soit une suture directe en zone saine. On va essayer de récupérer, si la zone n'est pas trop infarcie, un endroit pour pouvoir faire des points. On peut aussi utiliser des patchs péricardiques qui vont être utilisés de manière très large pour pouvoir là aussi faire des points en zone saine et, comme nous disent nos confrères chirurgiens, pour éviter de faire des points dans du steak haché. Et on peut aussi, encore plus délabrant, enlever complètement la partie nécrotique et fermer avec un patch prothétique. Ce sont évidemment des chirurgies qui sont très lourdes, avec un risque de mortalité pendant l'intervention qui est majeur. La ponction péricardique, elle est très décriée. Parce qu'il y a des équipes qui pensent que le fait, en fait, finalement, lorsqu'on a une rupture de paroi libre, d'évacuer le péricarde, on peut aggraver finalement le contexte hémodynamique et la rupture elle-même, puisque le fait d'avoir ce liquide dans le péricarde va en quelque sorte tamponner un peu la paroi et l'aider à cicatriser. Et donc finalement, ce qui est assez consensuel, c'est de nous proposer une ponction péricardique que lorsque l'on a un tableau de collapsus évident et que le patient va de toute manière mourir en espérant l'amener rapidement à la chirurgie. Et dans les autres cas, lorsqu'on n'a pas de collapsus formel, il faut peut-être essayer de ne pas faire ces ponctions de manière trop rapide pour éviter d'entretenir ce saignement et donc d'aggraver la rupture. En ce qui concerne la rupture du muscle papillaire, le traitement il est classiquement celui d'une chirurgie urgente. On va essayer de réparer les cordages lorsque ce ne sont que les cordages qui sont abîmés, ou de remplacer bien sûr la valve lorsque l'on va avoir une rupture complète du muscle. Il y a depuis quelques années des équipes qui ont essayé d'utiliser les méthodes percutanées et le MitraClip dans ces stratégies, avec quelques cas qui sont vraiment des cas isolés. Il n'y a pas de grande série décrits et qui montrent, même dans le cas d'une rupture du muscle complète, il y a un cas décrit dans le JACC il y a 5 ans, qui montrait en fait la possibilité d'attraper ce muscle et le feuillet avec le MitraClip pour faire survivre le malade quelques heures, quelques jours et l'amener potentiellement à une chirurgie secondaire une fois que les lésions auront cicatrisé au niveau du myocarde. Ce qui est plus fréquent finalement, c'est la prise en charge de la rupture de paroi septale et de la CIV, avec là aussi conventionnellement une fermeture chirurgicale qui peut être une suture directe, un patch prothétique ou un patch péricardique bovin, ou lorsque l'on est au niveau d'une CIV apicale, une exclusion ventriculaire complète. Donc on va refaire une suture, refaire avec un patch la pointe du ventricule gauche par exemple. Néanmoins, avec les progrès techniques, le percutané s'est beaucoup développé
en se basant bien sûr sur les discussions pluridisciplinaires avec et le chirurgien cardiaque, le cardiologue interventionnel, le cardiologue en musique, le réanimateur, pour prendre la bonne décision. Et ce traitement percutané, il est utilisé avec les prothèses type Emplatzer qui vont permettre en fait de faire une sorte de sandwich de part et d'autre de la paroi septale. C'est possible pour les défects qui sont de petite taille ou de taille intermédiaire. Ce n'est pas nécessairement une stratégie définitive. Ça peut permettre de passer un cap et d'amener le patient à la chirurgie secondairement. Le timing, il est très discuté, aussi bien pour la chirurgie que pour la fermeture percutanée. Il y a quelques séries qui semblent mettre en évidence que les 5 premiers jours, la surmortalité est vraiment très importante et qu'il nous faut dans tous les cas ne pas toucher les patients les 5 premiers jours et essayer de le différer au mieux en fonction de l'hémodynamique. Bien sûr, le TO va aider pour guider le déploiement de ces prothèses. Voici ici à quoi ressemble la prothèse une fois déployée avec ces 2 disques. Et si l'on regarde une procédure, vous avez sur la partie gauche donc une ventriculographie où on voit en fait le passage du sang du VG au VD. Et une fois que l'on va avoir la prothèse qui est mise en place, on n'a plus du tout de passage de diode, du coup ici, qui montre une bonne efficacité de cette fermeture percutanée. Les séries sont évidemment avec des effectifs relativement réduits. La plus grande d'entre elles a proposé près de 280 patients avec un succès de procédure de l'ordre de 90%. Et vous le voyez, néanmoins, une mortalité qui reste importante et un shunt résiduel qui n'est pas nul et qui peut amener à reprendre en charge les patients avec une chirurgie conventionnelle secondairement s'ils sont hémodynamiquement stables. Enfin, ce qui se développe encore de manière plus récente, c'est les stratégies hybrides, c'est-à-dire utiliser une prothèse percutanée, mais avec un mini-abord chirurgical pour faciliter la procédure, où on va, comme vous le voyez ici, ponctionner à travers le ventricule droit pour pouvoir aller positionner sous fluoroscopie dans des salles hybrides la prothèse. En conclusion, les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, elles sont certes en nette diminution, on l'a vu depuis une trentaine d'années, avec l'avènement des usiques et de l'angioplastie primaire, mais la mortalité elle reste très importante, on a vu entre 30 et 50%, et parfois plus lorsque l'on parle de la rupture de paroi libre. On va avoir 4 grandes complications mécaniques, la rupture septale, la rupture de paroi libre, la rupture du muscle papillaire et le faux anévrisme. Le tableau clinique est souvent très brutal, d'œdème aigu pulmonaire ou de choc cardiogénique, avec un diagnostic qui est centré essentiellement sur l'échographie, avec l'aide parfois du scanner et de l'IRM, chez les patients qui sont hémodynamiquement stables et dans les cas ambigus. Il nous faudra rechercher toujours les facteurs de risque et avant tout la revascularisation tardive ou non efficace et proposer aux patients un monitoring très rapproché en traitant l'hémodynamique avec, on l'a vu, la place conservée du ballon de contre-pulsion intra-aortique chez ces patients et leur proposer un traitement spécifique qui peut être la chirurgie, mais souvent plutôt différé, ou percutané pour passer un cap, en particulier dans la rupture septale. Il reste néanmoins plein d'éléments qu'il va falloir évaluer dans les années à venir et en particulier, avant tout, le meilleur timing de prise en charge de ces patients qui malheureusement est souvent décidé essentiellement par l'hémodynamique. Autrement dit, si le patient est stabilisé par les amines et le ballon de contre-pulsion, on peut se permettre de faire la prise en charge de la rupture de manière un peu plus différée une fois que les tissus ont cicatrisé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Benoît pour ta présentation. Effectivement, on voit que c'est des patients qui sont extrêmement difficiles à gérer en pratique. Sur les patients notamment qui seraient dans des centres non chirurgicaux, sur le transfert, etc., on voit que ça va être bien sûr dépendant de l'hémodynamique et de la prise en charge. Qu'est-ce que tu conseilles? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a sur les infarctus tardifs, tu aurais tendance à les envoyer rapidement vers des centres si tu penses que ça peut survenir? Enfin, ta gestion un peu de... Après, c'est une bonne question. Effectivement, on voit que c'est des patients après qui, une fois qu'ils sont dans un centre, qui n'ont pas de chirurgie cardiaque ou qui n'ont pas la possibilité de faire des stratégies percutanées de traitement de CIV, ça amène à des grandes difficultés de transport de ces patients après, puisqu'ils vont soit avoir un ballon de contre-pulsion, soit avoir des doses d'amine importantes. Après, ça apparaît difficile quand même de proposer
à tous les patients qui ont un infarctus antérieur, par exemple, à la 12e heure, de les adresser d'emblée dans un centre chirurgical. Pour parler de la stratégie nîmoise, puisque nous, on a un plateau de cardiologie internationale, bien sûr, mais pas de chirurgie cardiaque sur place. Ce qui est fait, en fait, hein, c'est essentiellement de ce que j'essaie de mettre en avant, c'est-à-dire de faire des choses toutes simples, mais de suivi clinique avec l'auscultation et l'échographie quotidienne au départ en musique, et de transférer les patients que lorsque l'on va avoir la complication, parce que ça apparaît difficile de faire autrement finalement, et d'envoyer tous ces malades dans seulement les centres chirurgicaux, quoi. C'est ça, c'est un peu la question, quoi. Toi, pour toi, la régulation ne doit pas être préhospitalière, mais plutôt, puisque c'est malgré tout très rare et finalement difficile de prévoir, et plutôt le faire après un peu au cas par cas. En fait, tout va Après, dépendre de la situation clinique, je trouve. C'est-à-dire que soit on a le patient qui est d'emblée avec un choc cardiogénique, et là, on peut se poser la question d'adresser d'emblée dans un centre qui peut faire de l'assistance. Ça me semble tout à fait raisonnable, et c'est ce qui devrait être fait, je pense, pour faciliter la prise en charge des patients. En revanche, on voit bien que la plupart de ces complications mécaniques, elles apparaissent après. C'est-à-dire qu'on va avoir des malades qui viennent avec un infarctus à H12, H14, ce qui est quand même malheureusement encore fréquent en France, dans certaines région de France, peut-être pas à Paris, mais il y a plein d'endroits en province où on va avoir des prises en charge très tardives. Et du coup, on ne peut pas réguler tous ces patients d'emblée dans un centre chirurgical, à mon avis. Moi, je dirais que si l'hémodynamique est conservée, il faut les adresser dans un centre avec un plateau international le plus proche possible pour faire une reperfusion la plus rapide possible. Et s'il y a déjà un tableau de choc cardiogénique, évidemment, les amener dans un centre chirurgical avec une assistance circulatoire sur place. non, c'est vrai que nous, on le voit côté centre tertiaire et puis les patients qu'on amène à la greffe, et on voit que ces reprises chirurgicales, que ce soit sur des CIV ou des ruptures myocardiques, on voit que c'est extrêmement difficile à gérer. Et, en fait, la chirurgie va être extrêmement importante, en tout cas le succès de chirurgie. Et clairement, nous, l'idée, c'est qu'un patient, dès l'échec un peu chirurgical, ou si le chirurgien doute, en tout cas, on essaie d'anticiper au maximum, avant même la chirurgie, un bilan pré-transplantation. Comme ça, on sait que si le patient il sort du bloc sous ECMO ou autre, on peut l'amener rapidement à la transplantation, parce que tu l'as bien décrit, hein, la mortalité reste importante, même en cas de prise en charge chirurgicale, puisque les tissus sont souvent fragiles avec un risque de récidive, et c'est vraiment des patients compliqués. Ça, c'est effectivement une stratégie que je n'ai pas évoquée, parce que localement, ce n'est pas quelque chose qui est fait fréquemment, mais se discute effectivement la transplantation chez ces patients. C'est-à-dire d'emblée partir sur cette stratégie, de dire on va passer un cap avec une fermeture, le temps de faire la super urgence, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Mais en réalité, si on regarde bien les patients qu'on reçoit tous les jours, on a quand même fréquemment des patients avec des CIV ou des ruptures de parois libres qui sont âgés et qui sont au-delà de la transplantation parce qu'ils ont des présentations cliniques atypiques, parce qu'ils n'ont pas osé déranger, voilà, tout ce qu'on voit chez la prise en charge des patients âgés qui est clairement pas optimale. Et ces patients-là, finalement, se posent la vraie question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à 80 ans, c'est logique d'aller fermer une CIV avec une forme percutanée, par exemple, ou pas? Et en fait, c'est impossible de répondre à la question comme ça. Ça va dépendre évidemment du contexte général du patient, de ses comorbidités, de son autonomie. Et il faudra en parler avec lui et la famille, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Benoît pour ce cours. Je pense qu'il était pas simple, surtout sur le délai, enfin à la fois le délai et la durée. Donc je pense que tu as extrêmement bien résumé. Les deux papiers que tu as présentés en introduction, je pense, sont intéressants pour ceux qui veulent compléter. Et puis, il y aura aussi la possibilité de mettre quelques questions auxquelles qu'on pourra transmettre à Benoît et auxquelles on essaiera de répondre si vous en avez. Donc, encore une fois, merci à tous. Et puis, on se retrouve pour le cours suivant qui sera vraiment orienté sur les bêta-bloquants le vendredi 8 juillet avec Guillaume Schurz de Lille et le professeur Bonnefoy de Lyon. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt. Et encore une fois, merci Benoît. Merci. À très bientôt. Bonne journée à tous.